Yes, c'est parti. Changement de décor, comme vous l'avez vu. On va aller vite. On va essayer de pas trop traîner dans l'intro parce que j'ai des choses à dire. Cette vidéo, ça va être un retour sur le Game 4 des finales NBA mais rapide. Et ensuite, on va faire une sorte de projection ou plutôt les erreurs à ne pas commettre pour les deux équipes pour ne pas perdre le titre. Pourquoi je reviens pas plus en profondeur sur le Game 4? Euh, Tout simplement parce que la physionomie du match elle est simple, il n'y a pas beaucoup d'analyse à faire. On a une équipe de San Antonio qui fait une grosse première mi-temps et ensuite qui se liquéfie totalement. Et il y a deux joueurs du côté des Knicks qui prennent feu, Jalen Brunson et OG Anunoby. Et voilà, ça fait qu'au final, voilà, San Antonio perd les pédales et les Knicks gagnent. Euh, les petites choses que j'ai à dire sur le match, c'est beaucoup trop de shoot à 3 points pour les Spurs dans le troisième quart-temps. Voilà, en plus de ça, on a Devin Vassell qui loupe un tir à 3 points complètement ouvert. Euh, Sinon, l'autre point que je voulais mettre en avant, c'est que Mick Johnson a semblé dépassé mentalement et de plus en plus au fil du match, comme subissant sa jeunesse. Voilà, il a eu l'air voilà, de réaliser lors de ce match que voilà, il disputait des finales NBA. Voilà, ça l'a fait paniquer, il n'avait pas réalisé avant. Et du coup, il n'a pas proposé beaucoup d'ajustements à son équipe en deuxième période. Alors, le premier point, pour parler d'abord, petite chose que j'aimerais dire et sur une éventuelle projection sur le Game 6, et après on se projettera sur le Game 5. Euh, il faut que les Knicks s'enlèvent la pression du Garden parce que clairement, dans les premières minutes, bah déjà ça s'est vu sur l'ensemble du match 3, même si je ne l'ai pas vu en entier. Voilà, la balle, elle chauffe les mains. Si je parle exclusivement du Game 4, on- ils sont encore à l'entraînement dans leur tête. En fait, ils réalisent pas. Il y a un tel brouhaha qu'ils n'arrivent pas à réaliser dans quel espace ils sont. Et maintenant qu'ils mènent 3-1 et qu'a priori, je pense, il y aura un Game 6, voilà. Maintenant qu'ils vont mener 3-2, qu'ils ont deux matchs à domicile, enfin, non, un match à domicile, qu'ils ont un certain ascendant psychologique. Je pense qu'il faut aborder le match au Garden comme ils ont l'habitude de le faire, c'est-à-dire comme un match NBA classique et ce qu'ils ont fait toute la saison régulière et même pendant ces playoffs finalement. Ils savent très bien le faire, mentalement ils sont plutôt légers. Voilà, je pense qu'il y a un rebranding mental à effectuer dans les vestiaires là-dessus. Mais ça, bon, c'est pour un hypothétique Game 6. Essayons de nous projeter un peu sur le Game 5. Donc, bien évidemment, pour les Spurs, il va falloir éviter les prises de shoot à 3 points en mode playground. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un playground, c'est les terrains en bitume sur lesquels on joue l'été. Mais vraiment, ce qu'on a vu dans certains matchs de cette série, c'est vraiment des shoots. Je parle pas forcément de Wembanyama qui a la capacité de mettre ce genre de shoot un peu fou dans le rond central. Mais les autres, parfois, tentent des trucs avec un ballon pas vraiment pris en main, euh, dans un angle un peu impossible. Voilà, c'est cool de tenter ça voilà, en saison régulière ou à l'entraînement l'été à Cancun. Mais dans une finale NBA, c'est un peu. C'est. C'est la jeunesse, mais c'est casse-gueule, quoi. Voilà. Et aller chercher un peu plus de lancer franc en deuxième période. C'est ce qui a quand même manqué chez les Spurs. Voilà.
tu mets 4 ballons de plus à l'intérieur que ce que tu as fait les précédents matchs, ça peut te rapporter des points, des fautes techniques, pourquoi pas des expulsions. On a vu quand même, côté Knicks, on a vu quand même des joueurs assez nerveux. Ça peut leur mettre de la pression, ça peut les faire un peu avancer un peu trop sur les joueurs extérieurs. Donc, mettre le ballon un peu plus dans la peinture. Alors, ça veut pas dire mettre le ballon dans la peinture, ça veut pas dire aller forcément chercher Wembanyama, parce que c'est ce que je lis partout. Mais il y a pas que Wembanyama qui peut aller dans la raquette. Donc voilà, il n'est pas le seul concerné. Côté Knicks, ne pas avoir peur de redoubler les passes, histoire de désorganiser cette défense des Spurs, parce que malgré les défaites, il faut quand même dire que la défense des Spurs est dans des petits souliers, quoi. Wembanyama, je vais abuser un peu en disant ça, mais déjà, ils défendent tous en chaussons. Et Wembanyama qui défend en chaussons, voilà, ça veut dire qu'il défend avec un seul pied, quoi, grosso modo, à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pas possible. Et voilà, tu peux pas te contenter de 4 passes dans une action qui est censée durer entre 15 et 24 secondes, quoi. C'est pas possible. Je trouve que ça met les Knicks dans des situations difficiles et ça les oblige à prendre des shoots parfois complètement impossibles, alors qu'ils ont mis dans les 4 matchs précédents, on peut dire. Mais est-ce qu'ils les mettront dans les potentiels 3 suivants? Rien n'est moins sûr, hein. Une réussite comme ça arrive pas tous les 4 matins non plus. Donc attention, attention. Autre point, et celui-là, il est... non, ah non, non, j'ai d'autres points avant. Euh, j'ai l'impression que mentalement, mais ça, bon, c'est un peu plus subjectif comme avis, j'ai l'impression que les joueurs du banc côté Knicks sont pas trop intégrés. J'ai l'impression qu'ils sont là, ils s'amusent, mais attention, sur un match 6 ou sur un match 7, le fait d'avoir un vrai esprit collectif, ça peut te faire perdre ou gagner un match. Voilà, il y a peut-être un petit supplément d'âme à aller chercher quand même si attention, le 5 majeur a une grosse âme et il y a des remplaçants qui ont de l'âme, ça c'est évident. Tu mènes pas 3-1 contre les Spurs si t'as pas d'armes et tu mènes pas 3-1 avec des fins de match aussi tendues si t'as pas ce supplément d'âme. Mais les Spurs ont la tendance à oublier que c'est très fort et il va falloir vraiment un supplément d'âme. Donc, allons chercher les petits détails comme ça, même si je vous avoue que cet avis est un peu subjectif. Euh, écoutez, Keldon Johnson est peut-être le moins bon joueur de ces finales. Déjà, il a l'air complètement rincé physiquement, plus que mentalement d'ailleurs, de sa saison. Ce qui se comprend, puisqu'il a fait une saison régulière de zinzin. Et niveau Ginobili, hein, j'ai pas peur de le dire, hein, franchement, il est à ce niveau-là, hein, au niveau de l'ancien joueur argentin des Spurs. Et donc voilà, il est rincé. Il fait pas fondamentalement des mauvais matchs, mais en fait, le rythme est tellement élevé. Voilà, ça fait, je sais pas, 10 ans qu'on n'a pas vu un rythme aussi élevé depuis le Cavs Warriors de 2016. Forcément, c'est un jeune joueur à ce niveau quand même s'il commence à être expérimenté. Et le mec, il n'arrive pas à suivre. En plus, il a un gabarit assez particulier qui, voilà, est assez vite pris en tenaille, clairement en jambon autour des physiques du physique des Knicks, enfin des physiques des Knicks. Donc c'est le genre de match qui est pas facile pour lui et avec des Knicks aussi motivés, ça l'est encore moins. Donc voilà, ça c'était pour Keldon Johnson, mais du coup, quand même, pour qu'il soit intéressant et pour qu'il soit bon clairement dans les matchs,
voire très bon, parce qu'en fait, je le trouve pas mauvais, moi. Et bah, je pense qu'il faut plus l'utiliser en meneur de jeu, parce que là, on l'utilise en espèce d'ailier fort, arrière, on sait pas trop, mais en fait, je trouve quand il avait la balle en main au début des actions, en fait, c'est ça qui fonctionnait chez les Spurs. Et ça s'est vu pas mal de fois dans la saison. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il faut le remettre parfois en meneur de jeu, pas, pas au poste, je veux dire, mais dans certaines actions bien spécifiques, et, euh, et lui faire utiliser l'axe du terrain. Parce que c'est dans l'axe du terrain qu'il est dangereux. Voilà, il a des petits mouvements de bras qui sont très dérangeants à ce niveau-là. Il est très très fort après pour encaisser le contact, donc il est très très fort pour mettre des paniers après contact. Et là, il peut pas parce que en fait, il joue pas dans l'axe. Et je pense que c'est une consigne de Mick Johnson. Et pourquoi, j'en sais rien. Et je sais pas vraiment c'est une consigne de qui, mais en tout cas, moi, je le vois pas assez dans l'axe du terrain. C'est évident qu'il doit être plus. Côté Knicks, Brunson doit arrêter. De toute façon, globalement, il doit arrêter tout ça dans son jeu, mais encore plus dans une finale, parce que même s'il est chaud bouillant au tir, que voilà, il a par moments des dribbles qui mettent à mal la défense des Spurs, il fait pas un, si t'enlèves les stats, il fait pas un très bon match 4, hein. Voilà, il doit arrêter les petits retours en arrière. Ça, c'est ce que j'ai vu pendant le match 4 et toute la saison. Il doit arrêter les stops balles en main et trop de dribbles, quoi. C'est quoi? On est sur NBA 2K? Non, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, ça a été voilà, ça a été une caricature sur ce match 4. Et à la question est-ce que je mets Bronson, puisque j'ai l'air de lui casser du sucre sur le dos depuis la première vidéo, dans le top 10 des meilleurs joueurs américains actuels, puisque c'est la grande question qui secoue les réseaux sociaux. Je le mets peut-être top 10, mais c'est pas sûr, hein. Moi, il y a pas mal de joueurs que je peux mettre devant, hein, et encore plus peut-être après ces finales. Ok, ça score, mais qu'est-ce que tu apportes à ton équipe, quoi? Si je fais une comparaison un peu grossière pour ceux qui ne verraient pas, c'est un peu Kylian Mbappé au Real Madrid, là, j'ai l'impression. Donc, est-ce que ça va quand même aller au bout? J'espère pour les Knicks, mais j'en suis pas sûr. Les Spurs, c'est vraiment une grosse équipe. Ça paraît très banal de le dire, mais je pense qu'il faut encore le dire, quoi. Euh, Bridges, il doit aller défendre à l'intérieur et faire des passes autour et dans la raquette parce que bah, clairement, dans ces situations de jeu, les Knicks jouent à 4, quoi. Et il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais, surtout défensivement, mais offensivement, c'est compliqué quand même. C'est compliqué, voilà. Euh, Peut-être légèrement plus de turnover pour Mike Brown. Et surtout, je comprends pas forcément les laps de temps, enfin la temporalité dans lesquelles il utilise ses joueurs. Pour moi, voilà, il y a des joueurs qui devraient être utilisés à d'autres moments. Et là, j'ai pas assez regardé les matchs et assez travaillé pour avoir des exemples très précis. Euh, mais voilà, je trouve que je pense que ça peut leur jouer des tours. Là, la fatigue va commencer à se faire sentir et il faut que les remplaçants ils soient prêts à remplacer les joueurs parce que Jalen Brunson, à la fin du match, ok, il met des shoots de grand malade, hein, et la langue touche le sol, quoi. Donc voilà. Les Spurs, ils doivent travailler les shoots faciles à l'entraînement. Euh, alors, ça loupe pas forcément de lay-up. Mais par contre, ça loupe pas mal de shoots ouverts, quoi. Donc voilà, juste simplement,
faire des shoots sans adversité. C'est ça qui doit être travaillé à l'entraînement là. Il va pas y avoir beaucoup d'entraînement, hein, mais c'est la NBA, mais il va falloir travailler ça. Voilà. Donc shoot ouvert, shoot ouvert, shoot ouvert, hein. Absolument sans défenseur, hein, et pas avec Mitch Johnson qui essaye de mettre la main, hein, même pas lui, non, non. Personne de chez personne, shoot vraiment ouvert de chez ouvert. Bon, faut pas travailler que ça, bien sûr, hein, mais voilà. Il faut faire plus jouer Carter Bryant, parce que ce gars, c'est un phénomène, quoi. Voilà, il a des qualités athlétiques de fou. Voilà, c'est une version en défense, une version Aldi, c'est un compliment de Kobe Bryant par moment. Il est super intelligent, incroyable dribbleur, capable de voir des angles de shoot euh, une seconde avant tout le monde. Alors certes, physiquement, il doit s'endurcir, mais à un moment donné, quand tu es capable de faire tout ça à cet âge-là, et que tu te retrouves en finale NBA, en partie grâce à lui, parce qu'il a quand même pas mal joué en saison régulière, c'est pas le moment de nous raconter, comme j'ai l'impression que Mitch Johnson nous le raconte, que le garçon est trop jeune et trop soft, quoi. Un joueur qui arrive à avoir ses angles de tir, qui défend dans des positions improbables, où il est limite à l'horizontale, où je sais pas, où il se sortit dans tous les sens, où limite il se pète une vertèbre du dos, il se contorsionne dans tous les sens. Ok, moi, si tu veux, mais moi j'appelle pas ça un joueur soft, pas à cet âge-là, pas dans une première saison NBA. Donc pour moi, la question se pose pas, il doit pas avoir 36 000 minutes, mais il doit avoir un peu plus de minutes. Quand je dis un peu plus, peut-être 2 minutes en plus, hein. Mais je pense que ça va faire beaucoup de bien à cette équipe des Spurs, hein. Et honnêtement, il y a un type qui est monstrueux en la personne de Harper, Dylan Harper. Mais je trouve que Bryant, il est pas si loin que Harper, hein. Harper est au-dessus parce que tu as l'impression le gars il joue comme un vétéran, il a déjà toutes les qualités, c'est bon. C'est honnêtement, bah, c'est peut-être la meilleure saison rookie, enfin top 5 des meilleures saisons rookie en playoff. Mais je trouve que Carter Bryant a pas grand-chose à lui enlever. Donc voilà. Sinon, un peu plus de course offensif pour Josh Hart, euh, qui fait le taf, hein, mais parfois c'est un peu léger, quoi. La foulée est un peu légère et bon, ça devient trop facile pour les Spurs, quoi. Donc, euh, donc, attention, est-ce que j'avais autre chose à dire sur Josh Hart? J'avais autre chose en tête, mais je sais plus vraiment quoi là, mais incroyable shooter. Là, franchement, il défend les bons pics, il défend les bons joueurs, il switch super bien, alors que pourtant, c'est un peu son défaut, il a un peu de mal à switcher des fois, et là, il fait ça à la perfection, c'est incroyable. Maintenant, balle en main, je le trouve un peu maladroit, mais ça, à la limite, je trouve que il compense par pas mal de mouvements du haut du corps qui déstabilisent, et par une qualité de shoot, même s'il en prend pas énormément, une qualité de shoot incroyable dans cette série. Donc voilà. Mais ouais, un peu plus de course offensive, quoi. Et Jordan Clarkson, je l'adore, mais un peu moins de facéties, un peu moins voilà, de trucs inutiles, de gestes complètement fous, de passes loufoques, de dribbles loufoques. Voilà, on n'est pas en vacances à Marbella. C'est les finales NBA. Donc pour l'instant, ça lui joue pas des tours parce qu'à chaque fois le peu de minutes qu'il joue, il y a des chiens de la casse autour de lui qui récupèrent ses erreurs. Et les chiens de la casse autour de lui, genre OG Anunoby, commencent à tirer la langue. Donc Jordan Clarkson, voilà, on sait que mentalement, les Spurs se nourrissent de ce genre de petites gaudrioles, je sais pas comment le dire, je sais pas si le mot est le bon, des adversaires.
Donc le peu de minutes, la minute 30 sur lequel Jordan Clarkson va être sur le terrain, voilà, ça peut faire plus 9 pour les Spurs parce que le gars, il a envoyé un ballon dans son dos, une passe comme ça, voilà, et les Spurs reprennent confiance, et d'un coup, bim, ça fait. Ils prennent 9 points en plus, les Spurs. Donc voilà, je vais pas trop insister sur Jordan Clarkson parce que évidemment qu'il va pas jouer beaucoup, à moins que les titulaires, et ça m'inquiète parce qu'il tire vraiment la langue, à moins que les titulaires tirent vraiment la langue et que Mike Brown soit obligé de le faire entrer plus. Mais voilà, il fait preuve de facétie en saison régulière, mais là, il est un peu trop excité par l'événement. En saison régulière, c'est pas dérangeant, et en plus, c'est un super joueur d'équipe, c'est un super passeur. Par moment, il trouve des passes compliquées. Généralement, c'est les passes simples qu'il loupe, les passes compliquées, il arrive. Et c'est un énorme shooter. Donc les petits défauts à droite à gauche, de passes dans le dos, de dribble dans le dos, c'est pas très dérangeant. Mais en finale NBA, ça la fout mal, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le match 5 à venir et sur les erreurs à ne pas faire. Mon pronostic pour la fin de cette série, je sens que les Spurs avaient besoin d'être vraiment, vraiment dos au mur pour s'accomplir en tant qu'équipe, pour se trouver en tant qu'équipe. Ils n'étaient pas vraiment dos au mur face à OKC, si je dis pas de bêtises, puisque ils étaient menés seulement 3-2, entre guillemets. Mais, euh, mais mon pronostic est le suivant, jeunes gens. Je pense que les Spurs vont le faire. Et je pense que les Spurs vont gagner la série 4-3. Honnêtement, c'est du pur ressenti, comme pas mal de pronostics. Mais voilà, je le balance là. Voilà, ne pariez pas, ne lâchez pas votre maison là-dessus. Mais voilà, c'est mon avis. Je parle beaucoup trop, je suis fatigué. Merci de m'avoir écouté. C'était cool de parler face à une caméra, même si c'est toujours un peu bizarre. Et je vous dis à plus, peut-être dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo et bah pour d'autres vidéos sur la Coupe du Monde de foot. De toute façon, bis, ciao.